Merci Nicolas, merci de m'avoir invité. Je réalise que je n'ai pas déclaré mes conflits d'intérêts, j'en ai aucun sur cette thématique-là. Donc, moi, je suis pneumologue et réanimateur, je travaille dans une unité de soins intensifs à l'HEGP à Paris et donc c'est ma première session infirmière dans un congrès, pas mon premier enseignement aux infirmières, donc j'espère que je vais tenir les délais qui me sont impartis. Alors, on va voir si ça marche. Bon, juste qu'on s'entende, parce que l'intitulé du topo m'a un peu surpris. Je m'attendais à avoir détresse respiratoire, donc je suis allé voir ce qu'était l'asphyxie pour le Larousse. Donc c'est une difficulté ou une impossibilité à respirer. Et j'ai trouvé que la définition Wikipédia, accrochez-vous, est plus intéressante. Donc c'est un terme médical signifiant l'arrêt plus ou moins long de la circulation d'oxygène dans le corps. Mais ce qui est fondamental, c'est ce qui a écrit d'après, c'est que c'est une urgence médicale. Elle mène soit à l'inconscience, à la mort, et peut laisser des séquelles neurologiques graves. Donc l'enjeu, et je crois que c'est tout le débat de la session thématique, c'est de comprendre que les situations dont on va parler aujourd'hui sont des situations qui peuvent soit conduire à la mort rapide du patient, soit laisser des séquelles. Évidemment, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Ensuite, qu'on se mette d'accord, je vais y arriver, sur un peu de terminologie. L'asphyxie, c'est surtout et avant tout une détresse respiratoire aiguë qui est l'incapacité du système respiratoire pulmonaire ou trachéo-pulmonaire et vasculaire à maintenir des échanges gazeux normaux ou adéquats. Et c'est associé avant tout, et ce qui tue, c'est un défaut d'oxygénation du sang et une hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la baisse de l'oxygène dans le sang. Et je vous rappelle que l'oxygène est principalement transporté par l'hémoglobine, avec ce qu'on appelle une courbe de dissociation de l'hémoglobine qui vous donne la PaO2 en fonction de la saturation, avec un chiffre clé qui est le chiffre de 90% de saturation, en dessous duquel on est certain que la peptide AO2 est inférieure à 60 et que l'hypoxémie du patient est profonde. C'est, à mon avis, un des messages forts du topo pour les plus jeunes d'entre nous, c'est que moins de 90 de SAT, ce n'est pas tolérable, c'est un critère de gravité de toutes les maladies respiratoires en chronique et de toutes les maladies respiratoires en aigu. C'est un peu différent de l'hypoxie qui en est la conséquence, directe ou indirecte, qui est l'inadéquation entre les besoins cellulaires en oxygène et les apports en oxygène. Alors le topo, vous allez voir, il va être divisé en deux parties, maintenant qu'on a fait un peu de nosologie ou de sémantique. D'abord, l'identification d'une détresse respiratoire aiguë, et finalement, qu'est-ce qu'on doit tous faire en équipe. Mais pour moi, le soin infirmier, au moment de la prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë, doit être aussi organisé qu'il l'est quand on fait de l'arrêt cardiaque en équipe, quitte à ce qu'il y ait un team leader, on s'organise. Et ensuite, comment on peut prendre en charge étiologiquement ces patients-là. Alors, quand je l'enseigne aux étudiants en médecine, je leur dis il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour voir qu'un patient étouffe. Vous prenez n'importe quel étudiant infirmier ou médecin, jeune médecin, vous le mettez devant un patient qui est en détresse respiratoire aux urgences, il va avoir les cheveux qui vont se lever au ciel, il va dire le patient est en train de mourir, il étouffe. Donc cliniquement, c'est souvent une évidence. C'est tout d'abord une polypnée, une fréquence respiratoire élevée. Donc il y a le chiffre magique de 30 dans la littérature médicale. Par exemple, pour les pneumonies, c'est le fruit d'un travail, on va dire, épidémiologique qui montre que quand on a plus de 30 de fréquence respiratoire et une mortalité très importante dans les pneumonies, c'est à pondérer en fonction des patients qu'on a devant nous. La seule fréquence mesurée, jamais celle du scope, la seule fréquence en soi n'est pas un bon élément. Parce que 25 chez vous et moi qui sommes sains sur le plan respiratoire, c'est déjà énorme. Faites un essai devant votre brosse à dents ce soir. Respirez à 25 par minute devant la glace en vous tenant contre le mur parce que vous allez avoir bien hypocapnique au bout d'un moment. C'est déjà beaucoup. 25-30 pour une BPCO au bout de course, c'est son quotidien. D'accord ? Donc c'est une polypnée, on va dire entre 25 et 30 en fonction du terrain. Évidemment, il y a la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, donc c'est essentiellement les sternocléidomastoïdiens et les intercostaux qu'on n'utilise pas pour respirer d'habitude. Le travail respiratoire est assuré que par le diaphragme. Le temps actif de la respiration, c'est l'inspiration, c'est le travail du diaphragme, qui est le seul muscle strié squelettique à contraction automatique de l'organisme. Heureusement que nos biceps ne se contractent pas tout seuls. Et normalement, on n'utilise ni les sternocléidomastoïdiens, ni les intercostaux pour respirer. La mise en jeu de ces muscles-là au temps inspiratoire est un grand signe d'épuisement et de détresse respiratoire. La désaturation, qu'on a déjà évoquée, avec encore ce message fort, moins de 90 de SAT égale moins de 60 de PO2 égale une hypoxémie extrêmement préoccupante qu'il va falloir corriger.
La cyanose, qui n'est pas la même chose, mais qui témoigne d'une désaturation très importante de l'oxygène, c'est-à-dire beaucoup d'oxygène réduit, c'est-à-dire en oxydoréduction, beaucoup d'hémoglobine, sans oxygène dans le sang, et puis évidemment un retentissement cardiovasculaire. Il y a des signes de gravité qui sont les signes d'hypercapnie, qui ne sont pas présents dans toutes les détresses respiratoires, que vous connaissez pour ceux qui font beaucoup de BPCO dans les secteurs de réanimation médicale ou dans les secteurs comme le nôtre, où les patients vont être en sueur, hypertendus, avec tout un cortège de symptômes adrénergiques, et puis plus tard, de l'agitation, une confusion, une encéphalopathie et au pire, un coma. Et puis, il y a les signes extrêmes de gravité, c'est les patients qui sont bradycardes, qui vont s'arrêter de respirer, qui vont s'arrêter de respirer, qui font des pauses, des gaspes, voire qui commencent à être hypotendus. Donc globalement, pas de problème de diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première chose, c'est d'oxygéner le patient. D'accord? C'est un soin infirmier que normalement vous maîtrisez, c'est un soin qu'il faut qu'on cadre ensemble. Moi, personnellement, dans le service, je ne prescris que des baisses d'oxygène. Je mets un débit et je prescris des baisses pour qu'on ait une saturation cible, parce que je pense que la montée de l'oxygénothérapie, c'est comme pour les jeunes médecins, ça doit être une expérience infirmière. Si je monte l'oxygène, je le monte dans une certaine limite et je préviens évidemment le médecin en fonction du patient à qui je monte l'oxygène. Donc je vous rappelle que le débit d'oxygène justifie le choix d'une interface adaptée. Jusqu'à 6 litres, on met des lunettes, puis un masque jusqu'à 10 litres et évidemment les masques à réserve au-delà de 10 litres. Et bien évidemment, il faut demander de l'aide. D'accord? On ne peut pas gérer ces patients-là tout seul. C'est comme un arrêt cardiaque, on ne peut pas gérer ces patients-là tout seul. Et il faut s'organiser, quitte à ce qu'il y en ait un qui soit juste là pour prendre du recul et qui disent oui, il faut aller chercher un aérosol, oui, il faut appeler le médecin, oui, appelle-en un autre pour perfuser. Parce qu'un des points majeurs, nos patients étant quasiment tous scopés, mais s'ils ne le sont pas, et s'il y a des infirmières des urgences, c'est évidemment un patient à mettre au déchocage, il faut assurer un abord périphérique, parce que vous allez voir que la plupart des thérapeutiques, en dehors des nébulisations, sont quand même des thérapeutiques parentérales. Et la voie veineuse périphérique, quand on est plusieurs, il y a 2 membres inférieurs et 2 membres supérieurs, on peut être à 4 à travailler sur le patient, et c'est ça qui sauve la vie des gens. L'oxygénation et la voie veineuse périphérique. Alors ensuite, il faut comprendre. Donc, c'est un système cardio-respiratoire avec des systèmes qui assurent le renouvellement de l'air alvéolaire, c'est-à-dire la ventilation d'une manière générale, des systèmes qui assurent la perfusion du poumon, c'est un échangeur air-sang, et évidemment un système alvéolaire qui permet la diffusion passive des gaz en fonction des concentrations de part et d'autre. Tout ceci se fait de façon simultanée. Et tous les systèmes peuvent être malades. C'est la seule physiologie qu'on fera là. D'accord? On va réutiliser la slide pour balayer les détresses. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi le patient étouffe. Une fois qu'on a mis un peu d'oxygène, qu'on l'a perfusé, la mission, c'est de comprendre pourquoi le patient étouffe. Et cette démarche-là, elle peut être commune. On apprend tous les uns des autres. Et elle repose sur 2 éléments extrêmement simples. D'abord, l'auscultation et ensuite la radio de thorax. Donc, sur les problèmes de renouvellement de l'air alvéolaire, on pourrait dire de la ventilation alvéolaire, il va y avoir tout ce qui va être une atteinte des voies de conduction. Donc, sur les voies molles, au-dessus des cordes vocales, les obstacles des voies aériennes supérieures, les obstacles trachéaux, c'est très rare, et puis tout ce qui va être bronchospasme et augmentation des résistances dans les BPCO et les asthmes. On va avoir des atteintes de la fonction musculaire, c'est des défaillances plutôt rares, on n'en voit pas au quotidien, où il faut avoir des recrutements un peu particuliers. Et puis, il va y avoir ce que j'ai appelé des collapsus pulmonaires. Vous savez que le poumon, naturellement, a tendance à se rétracter. Et donc, il peut se rétracter parce qu'il y a un épanchement dans l'espace pleural, gazeux ou liquidien, ou parce qu'il est plus ventilé sur un obstacle. Et à ce moment-là, c'est une atelectasie. Tout ça génère de l'asphyxie. Si on prend l'exemple de la dyspnée laryngée, c'est pour moi la dyspnée la plus difficile à prendre en charge, peut-être parce que je ne suis pas anesthésiste de formation, mais c'est probablement celle où il faut aller le plus vite et où, techniquement, on va très vite être tous limités. Vous, comme nous, c'est très facile à diagnostiquer. Le stéthoscope ne sert pas à grand-chose parce que le gros de la diagnostic se fait par un bruit inspiratoire qui est un cornage que je ne vais pas vous mimer, je vais me mettre en difficulté. Les causes sont multiples. C'est les corps étrangers essentiellement chez les enfants, les œdèmes de Quincke, des laryngites, des épiglottites avec les vaccinations, on n'en voit plus, ou des tumeurs ORL. Ça, sur certains centres, on en voit. Nous, ça nous arrive. Ces dyspnées-là, finalement, là pour le coup, le facteur temps est majeur. Ça se joue en très peu de temps, parce que globalement, les arrêts respiratoires sont précoces. Et donc, évidemment qu'il faut oxygéner les patients et très vite à très haut débit. Et après, soit c'est la guerre et puis on est chez soi et on fait une manœuvre Heimlich, mais ça, ce n'est pas trop notre pratique hospitalière. Soit d'un point de vue hospitalier, ça va jouer sur des nébulisations de stéroïdes ou d'adrénaline et puis une levée de l'obstacle, soit en intubant le patient, si on y arrive,
soit en le trachéotomisant en urgence. Donc là, pour le coup, c'est un vrai travail d'équipe. Et il faut savoir qu'on peut intuber le patient, ça veut dire qu'on peut préparer les drogues, préparer le chariot, savoir qu'on peut le trachéotomiser pour les services qui font des tracholis, c'est savoir qu'on peut aussi amener les kits et éventuellement, dans certains hôpitaux comme le mien, appeler les chirurgiens ORL. L'asthme aigu grave est une détresse respiratoire fréquente, c'est une augmentation des résistances des voies aériennes par un bronchospasme. La radio est le plus souvent normale, là c'est le dernier qu'on a eu dans le service qui est encore hospitalisé ce matin, il y a une distension thoracique, et puis à l'auscultation, ça sibille, ça freine à mort, on les oxygène, c'est un triptyque thérapeutique, l'oxygénothérapie, des nébulisations de bronchodilatateurs en continu, il n'y a pas de recette, il faut en faire jusqu'à temps que le patient aille mieux, et si votre médecin est occupé à bricoler autre chose de tout aussi urgent, vous les faites les uns après les autres, on n'a jamais tué un patient à faire des aérosols, et puis on lui met des corticoïdes par la bouche. Nos BPCO chéris, du moins pour un pneumologue, une des causes fréquentes de détresse respiratoire, donc même genre de présentation, une distension, des sibilants, des patients souvent encombrés, parfois qui ont un murmure vésiculaire diminué parce qu'il n'y a plus trop d'alvéoles en eux. Et donc là aussi, on les oxygène avec des objectifs un peu plus modérés. Il faut juste retenir que ces gens-là, on tolère qu'ils aient 90 de SAT au long cours, avant de leur mettre de l'oxygène à la maison. Donc, on va les ramener à 90, 92 de SAT, ce qu'on tolère au long cours. Il n'y a pas de raison de monter au-dessus. Mais on mettra le débit qu'il faut pour arriver là. Ce n'est pas une question de débit, c'est une question de cible. On n'a pas le temps de parler de tout. On les nébulise aussi. On essaie de trouver la cause. S'ils sont cassés des côtes, vaut mieux mettre des PCA de morphine pour pas qu'ils aient mal. S'ils ont un sepsis, il faut leur mettre des antibiotiques. Et puis, le traitement du réanimateur quand on fait de l'intensive care, c'est bien évidemment la ventilation non invasive qui fait partie des rares traitements où le niveau de preuve en réanimation a montré une amélioration de la survie. Et ça, on le doit aux travaux de Laurent Brochard à la fin du siècle dernier, en 1995. Et ça peut être d'emblée ou ça peut être si le patient se dégrade secondairement. Il y a les épanchements pleuraux. Donc vous avez sur la radio de gauche un pneumothorax et sur la radio de droite un épanchement pleural. Globalement, s'interpose entre le poumon et le stéthoscope de l'air ou du liquide. Donc on n'entend plus le poumon. Après, on peut taper dedans pour savoir si c'est plutôt liquidien ou gazeux. L'échographie, on en a tous, même nous aux soins intensifs. C'est un examen qui permet de faire le diagnostic, qui permet de ne pas attendre la radio. Là aussi, c'est bon à savoir quand on est infirmière parce que comprendre pourquoi on demande l'échographe pour voir un pneumothorax comme vous avez sur l'image de gauche, qu'on appelle l'image de la plage en mode TM, ou voir au direct un épanchement pleural, ça permet de faire un diagnostic à peu près en 1 minute et de prendre une décision thérapeutique qui consiste à, au-delà de l'oxygénation, à drainer le patient. Et ça aussi, c'est bon de le savoir parce qu'il faut un peu de matériel et il faut aller vite et bien. La téléctasie, qui a à peu près la même présentation clinique, une abolition du murmure vésiculaire, une radio blanche, mais avec des anomalies radiologiques que je ne vous décrirai pas ou que je peux vous décrire, c'est-à-dire plus de coupole, un pincement des interlignes, une attraction de la trachée du côté de la téléctasie. Là aussi, on peut oxygéner les patients. Il y a un truc qui marche très bien sur les atélectasies, c'est par exemple, c'est un problème de position de sonde, c'est de mobilisation bien sûr, d'aspirer les patients intubés, mais de les posturer. Le patient qui a atélectasié par exemple son poumon gauche comme ici, si vous le mettez en décubitus latéral droit, vous allez modifier les rapports perfusion-ventilation des poumons et améliorer votre oxygénation. Parce que votre poumon gauche qui est plus ventilé sera moins perfusé de façon mécanique en le mettant en décubitus latéral droit. Évidemment, il faut lever l'obstruction bronchique, donc ça peut être de la kiné si votre patient n'est pas extubé, et si votre patient est intubé, c'est essentiellement le rôle de l'endoscopie bronchique. On peut avoir des détresses respiratoires par une atteinte de l'échangeur, une atteinte de l'alvéole et du capillaire qui est en dessous. C'est le SDRA dans sa plus belle forme, dans sa version inflammatoire, dans sa version œdème lésionnel. Donc, je vous rappelle la définition. C'est une détresse respiratoire clinique, premier point, qui est causée par des lésions alvéolaires dont témoigne la radio de thorax, qui est un critère diagnostique de la maladie, avec des critères de gravité gazométrique. C'est-à-dire quand on mesure la PaO2 et qu'on la rapporte à la FiO2 qu'on reçoit le patient, on veut que le patient ait un rapport inférieur à 300, à l'exclusion de ce qu'est un œdème pulmonaire cardiogénique. Ça, c'est la définition historique qui, comme vous le savez, a été revue à Berlin en 2011 pour essayer d'homogénéiser encore les cohortes de patients et progresser dans la thérapeutique. Voilà, on retrouve bien la détresse, la radio, l'origine de l'œdème qui n'est pas cardiogénique et le critère de gravité. Pour mémoire, 2/3 des ARDS sont d'origine pulmonaire, c'est la barre verte, pneumonie, inhalation. 1/3 sont d'origine extra-pulmonaire, crush syndrome, pancréatite aiguë, polytraumatisme, méningite. On peut regrouper les mêmes 100 ARDS en disant 1/3 sont d'origine non infectieuse, polytrauma, polytransfusion, 2/3 sont d'origine infectieuse, choc septique, pneumonie, etc., etc. Le traitement, c'est bien évidemment la cause. Ventiler toutes les pneumonies à pneumocoque que vous voulez, les patients vont mourir dans la majorité des cas. Et évidemment, la ventilation mécanique invasive, intubée, ventilée,
avec des je passe là-dessus. Excusez-moi, c'est quasiment fini, je n'ai pas regardé si j'étais à l'heure.